RTI 1 vous informe. Bonsoir à tous. En titre de ce 23h. Le 25e anniversaire de la BRVR, la Bourse régionale de valeurs mobilières, s'est tenu à Cotonou. Dans la capitale béninoise, la Côte d'Ivoire a remporté le prix de l'émetteur de référence décerné au Trésor public, un prix qui vient couronner les efforts de cette régie financière. Ce soir, le dossier EcoPlus du service économie de la rédaction de RTI 1 se penche sur le crédit bail, une solution pour les petites et moyennes entreprises, un produit qui existe depuis 2015 et qui pourtant reste méconnu des entreprises, un produit en plein essor qui doit être davantage vulgarisé. Et puis l'harmonisation du processus de création, d'organisation et de fonctionnement des écoles doctorales en Côte d'Ivoire au cœur d'une session de réflexion. Universitaires et autres acteurs du système éducatif vont tenter de trouver des solutions. Voilà pour les titres et merci de regarder RTI 1. La présidente du Conseil national des droits de l'homme était devant les députés ce mardi. Namisata Sangaré a présenté son rapport annuel 2020 sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Devant le Parlement, elle s'est engagée encore une fois à promouvoir les droits de l'homme. Le témoignage de Moussa Konaté. Namisata Sangaré à la tribune de l'hémicycle. La présidente du Conseil national des droits de l'homme présente le rapport annuel 2020 sur l'état des droits de l'homme. Un exposé sur les actions de protection des droits de l'homme bien accueilli par les députés. Les recommandations du Conseil national des droits de l'homme ne sont pas véritablement prises en compte ou n'ont pas un caractère coercitif. Et le Conseil a besoin de moyens pour aller sur le terrain, pour faire son travail. Le Conseil a demandé un budget de 169 millions pour travailler. On peut même leur accorder 200 millions pour travailler. Ce travail mérite d'être connu, mais d'être encouragé. La santé, l'éducation, le droit au travail, la liberté de la presse, la scolarisation de la jeune fille et bien d'autres secteurs sont concernés par le rapport. La présidente du CNDH sollicite l'appui de l'Assemblée nationale dans l'exécution de ses missions de promotion des droits de l'homme. Nous avons été émerveillés par l'intérêt qui a été porté par les parlementaires, les députés sur le travail du Conseil national des droits de l'homme. Quand eux ils votent la loi, le Conseil national des droits de l'homme est chargé de la disséminer. Et pour cela, il nous faut des moyens. Nous avons fait le plaidoyer pour que l'Institution nationale des droits de l'homme, conformément à la résolution des Nations Unies, ait un budget conséquent pour dérouler son mandat. Il était donc bon qu'il y ait donc ce débat et c'était interactif. Je crois que de part et d'autre, il y a eu une grande satisfaction dans un bon esprit, comme cela a été le cas pour la plupart des projets. Et je voudrais en tout cas féliciter encore Madame la Présidente pour l'objectivité, en tout cas, de son exposé. Avant la séance avec les députés, la présidente du CNDH a remis officiellement le rapport 2020 au vice-président Adama Bictogo. À Yamoussoukro, séance plénière pour les sénateurs. Ils ont planché sur 13 projets de loi, des projets sur le budget de l'État et la coopération qui ont obtenu le quitus des parlementaires. C'est un compte-rendu de Kader Sogodogo. Budget de l'année 2022, Plan national de développement 2021-2025. Mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viols et de violences sexuelles autres que domestiques, etc. Ce sont au total 13 projets de loi qui ont été soumis à l'ensemble des sénateurs en plénière. Après leur passage réussi devant la Commission des affaires économiques et financières, la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire et la Commission des affaires générales institutionnelles et des collectivités territoriales. Compte rendu des rapporteurs des différentes commissions, échanges avec les sénateurs ont permis d'aboutir à l'adoption des 13 projets de loi qui sont ainsi à la fin de leur parcours au Sénat. Une institution comme la nôtre, le Sénat, qui est la Chambre haute, qui a pour mission d'analyser véritablement les projets de loi, bien sûr dans l'esprit démocratique, puisque il y a plusieurs sensibilités politiques, et vous avez vu beaucoup de divergences, mais au finish, c'est la majorité qui l'emporte et les résultats, vous les connaissez. Le budget a été voté à la majorité des sénateurs présents.
Dernière séance de l'année 2021 du Sénat, le mercredi 22 décembre à 9h. Un ordre du jour unique, le discours de clôture de l'année parlementaire lu par le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio. On parle maintenant de la BRVM avec la Côte d'Ivoire qui affiche son leadership dans l'animation des marchés financiers. À l'occasion du 25e anniversaire de l'institution à Cotonou au Bénin, notre pays s'est distingué. Le prix du meilleur émetteur est revenu à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. On fait le point avec notre envoyé spécial à Cotonou, Lansine Bakayoko. C'est en marge de son 25e anniversaire à Cotonou que la Bourse régionale des valeurs mobilières a organisé ce dîner gala pour rendre hommage à ses pionniers et célébrer les meilleurs animateurs du marché financier. Une demi-douzaine de prix ont ainsi été décernés. La Côte d'Ivoire, via le Trésor public, a remporté le prestigieux prix des émetteurs et acteurs du marché. Remercier l'ensemble des investisseurs institutionnels, collectifs et particuliers qui font confiance aux titres publics émis par les États de la sous-région et qui nous permettent ainsi d'atteindre nos objectifs et soulager à travers l'utilisation de ces fonds les populations à travers les infrastructures qui sont construites, bâties à leur profit. Le Grand Prix de la Vision est revenu au chef de l'État béninois. Patrice Atanas Talon a montré un vif intérêt pour la bourse et a contribué à son développement à travers les réformes engagées et la promotion de la mobilisation des ressources sur le marché financier. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde très mouvementé, avec des évolutions importantes sur le plan macroéconomique, sur le plan financier, sur le plan des bourses, sur le plan sanitaire. Ces évolutions nous amènent à constamment réfléchir à comment nos marchés financiers vont s'adapter et aller plus loin dans leur développement. La BRVM propose aux investisseurs un environnement boursier performant, notamment dans la catégorie des marchés frontières. Ces marchés frontières offrent une bonne diversification géographique entre l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie. Ce gala, haut en couleur, s'est terminé par une animation culturelle. Et on continue à parler d'économie. Depuis 2015, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Économie et des Finances, a institué un cadre légal de réglementation pour vulgariser le crédit bail. Pourtant, cet outil, bien qu'innovant, est encore méconnu ou du moins difficilement cerné par les entreprises, surtout les PME. Financement des entreprises, le crédit bail, une solution pour les PME. C'est le numéro d'EcoPlus de ce soir, une proposition de Cheikh Aboubakar Koné. Prise de notes, attention soutenue et échange interactif. Nous ne sommes pas dans un amphithéâtre composé d'étudiants, mais à une session de formation. Ces apprenants du jour ont un dénominateur commun. Ils sont chefs d'entreprise et promoteurs de PME. Ce matin, ils ont troqué leur toge de manager pour se faire instruire sur une problématique qui demeure un véritable casse-tête chinois, l'accès au financement. Module du jour, le crédit bail. Mon intervention aujourd'hui, c'est de vulgariser ce produit-là auprès des PME et leur donner les ABC de ce produit-là et comment ils peuvent présenter une demande de financement auprès des opérateurs qui exercent l'activité en crédit bail. Le crédit bail est un mécanisme de financement destiné aux PME. Il permet à une entreprise d'avoir du matériel de production sans avoir recours à sa trésorerie. Le principe est de payer des loyers mensuels sur une période indiquée. Au terme de l'échéance, l'entreprise peut décider de restituer ou racheter le matériel. L'avantage le plus important du crédit bail, c'est que c'est un financement productif, c'est-à-dire on ne donne pas de la liquidité. On finance seulement le moyen de production ou le moyen d'exploitation de l'entreprise, avec des conditions plus souples que la banque classique au niveau des garanties. Le marché du crédit bail est en pleine croissance en Côte d'Ivoire, bien que le mécanisme ne soit pas suffisamment vulgarisé auprès des PME, les premiers bénéficiaires.
En 2015, les encours d'emprunt du crédit bail se sont élevés à 53 milliards de francs CFA, soit 1,84% de l'ensemble des crédits consentis au secteur privé en Côte d'Ivoire. Un faible taux de pénétration au regard du potentiel du marché estimé à 500 milliards de francs CFA selon la Société financière internationale, SFI. Soumaoro Yaya est responsable d'une PME depuis 2017. Une année après la création de son entreprise, il décide d'acquérir des véhicules pour renforcer la mobilité de ses équipes. Malheureusement, notre chef d'entreprise fait face à une pression de trésorerie. Yaya fait donc le choix du crédit bail auprès d'une institution spécialisée. Ces 3 véhicules, par exemple, ont été acquis en crédit bail, voilà, ainsi qu'un autre qui est là. Bon, il y a d'autres qui sont sortis aussi pour des opérations. 60 millions de francs CFA, voilà le montant qu'aurait déboursé Yaya pour l'acquisition de ces véhicules. À travers le leasing ou encore le crédit bail, cet entrepreneur se limite à verser des loyers mensuels sur une période donnée avant l'épuisement de la valeur marchande de l'engin. Une aubaine pour cette PME. Mais en chef d'entreprise averti, Yaya se rassure de l'évolution de son prêt en cours. Oui. Tout à fait. On en a 2 en cours. Oui, exactement. Quand je les ai contactés, l'approche a été très facile et très simple. À part le simple fait qu'ils m'ont demandé un certain nombre de documents de l'entreprise, qui est tout à fait normal parce qu'il faut qu'on sache comment tu es, comment tu es constitué. La plupart de notre PME, on n'est pas structuré comme il se doit. Ça, c'est un. De 2, il y a la gestion interne qui cause pour la plupart du temps problème. Pour vulgariser cet outil de financement, le gouvernement a défini en 2015 un cadre légal et réglementaire du marché à travers un accord avec la SFI en vue de mettre en place le projet Africa Leasing Facility 2. L'État également a créé les conditions pour permettre aux établissements financiers et aux banques qui y évoluent de faciliter les conditions, mais justement en faveur des PME, en leur donnant quelques facilitations dans ce domaine-là. Une initiative qui a permis de faire passer le nombre de crédits bailleurs de 3 en 2014 à 9 aujourd'hui, parmi lesquels 7 banques et 2 établissements financiers. Ici, dans cet établissement pionnier du marché, l'évolution du mécanisme est satisfaisante. Sur les 2 derniers exercices, on a financé plus de 40 milliards en termes de nouveaux financements sur plus de 15 000 clients en crédit bail uniquement. C'est une solution qui n'est pas très connue des acteurs, alors que c'est la solution adaptée qui permet d'acquérir du matériel de nouvelle génération, qui permet d'augmenter la productivité de l'entreprise assez rapidement. Il y a énormément d'avantages fiscaux. De son côté, l'agence Côte d'Ivoire PME poursuit sa mission d'encadrement des PME en leur présentant l'alternative du leasing. Le rôle de l'agence Côte d'Ivoire PME ici, c'est de pouvoir accompagner les entreprises à pouvoir optimiser cet outil-là. Parce que le défi à le crédit, il est connu. Et puis on peut toujours se poser la question, mais qu'est-ce qui fait que ça paraît aussi simple, pourquoi les gens ne s'engagent pas dedans? Mais parce que le crédit a ce défi. Et parfois, les mauvaises langues vont vous dire que c'est les entreprises parfois qui ont des difficultés d'accès au financement traditionnel qui vont lever le crédit bail. Donc lorsqu'on n'est pas capable d'avoir le crédit ordinaire, souvent on pense qu'on va lever le crédit bail. Donc le crédit bail aussi demeure, est régi aussi par les mêmes règles prudentielles auprès d'une banque, les mêmes règles de gestion. Tous ces efforts des autorités ivoiriennes pour la vulgarisation du crédit bail positionnent la Côte d'Ivoire comme leader en la matière. Le pays accapare à lui seul 60% du chiffre d'affaires du crédit bail de la sous-région. Au 31 décembre 2020, les encours du crédit bail en Côte d'Ivoire s'élevaient à 178,37 milliards de francs CFA contre 130,93 milliards à fin décembre 2019. Une embellie qui n'occulte toutefois pas les défis du leasing sur le marché ivoirien. Mais il faut sensibiliser tous les acteurs pour qu'on prenne en compte les prises de décision au niveau de tout ce qu'on appelle le recouvrement, donc la récupération du bien. Si ça, les acteurs jouent le jeu, je suis convaincu que les banques vont accompagner les PME, en tout cas les bonnes PME, bien structurées, bien organisées, qui font face à leurs engagements. Selon les statistiques de la SFI, 10% de croissance du leasing augmenterait d'un point le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. C'est dire que le crédit bail reste une alternative sûre face aux problèmes de financement des PME. Le crédit bail, une solution pour les PME, un dossier de chèque connaît à revoir sur RTI A.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique veut mettre de l'ordre dans le secteur des écoles doctorales. Adama Diawara a présidé lundi un atelier d'élaboration du processus de création du dit secteur. La réflexion s'est tenue avec des représentants de la communauté éducative et leurs partenaires. Sephora Zegui. En 2012, l'État a mis en application le système licence, master et doctorat dans les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. La formation au doctorat n'étant pas étendue à toutes les universités, le moment est enfin propice pour l'ouverture des écoles doctorat sur l'ensemble du territoire. Une réflexion s'impose alors pour harmoniser le processus de création de ces écoles. Notre attente, c'est simplement que cet atelier puisse aboutir à la finalisation de ce processus afin que nous puissions rentrer dans la mise en œuvre avec la nouvelle vision du ministre, notamment quel est le modèle d'école doctorale. Pour un développement efficient, le système d'enseignement supérieur ivoirien doit subir des mutations et cela passe nécessairement par la mutualisation des formations, selon Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous sommes dans une situation où dans une même université publique, on peut avoir une ou plusieurs écoles doctorales. Ça c'est de 1 et de 2, il arrive que deux formations doctorales qui en réalité sont soit pratiquement les mêmes, soit se complètent. Alors il faut éviter cela parce qu'on a déjà pas mal de problèmes au niveau infrastructurel, au niveau équipement et même au niveau enseignant. Alors donc il vaudrait mieux mutualiser, faire en sorte que les infrastructures, les équipements et les enseignants soient mutualisés. Et donc du coup, il faut réduire le nombre d'écoles doctorales pour être en conformité avec le champ couvert par les domaines du RESAO, les réseaux pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Il y en a 8. Cette rencontre qui dure 4 jours et financée par la Banque mondiale s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, PADES. Tout de suite, le point de la situation de la Covid-19 au 21 décembre. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 170 nouveaux cas de Covid-19 sur 2711 échantillons prélevés, soit 6,3% de cas positifs, 17 guéris et 0 décès. À la date du 21 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 62 336 cas confirmés, dont 61 149 personnes guéries, 706 décès et 475 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 196 976. Le 20 décembre, 126 768 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 6 449 725 doses du 1er mars au 20 décembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Covid-19 toujours, les États-Unis vont donner plus d'un demi-milliard de dollars d'aide supplémentaire à des organisations internationales. Le gouvernement de Joe Biden veut lutter contre la Covid-19 face à l'éruption du variant Omicron. L'annonce a été faite ce mardi par le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Ces 580 millions destinés à cette agence multilatérale portent l'aide américaine à 19,6 milliards de dollars américains selon le département d'État. Moussa Dosso invite les populations du Woroba à cultiver la paix, l'amour et la cohésion sociale. Le ministre-gouverneur a échangé avec les ressortissants de son district, les élus et cadres étaient également de la rencontre. Au cœur des échanges, les missions des ministres-gouverneurs pour le développement de leur région. On en parle avec Jean-Marc Djadji. Ils sont venus de la ville de Séguéla, Mankono, Touba et autres localités du district du Woroba. Objectif, écouter le message du ministre-gouverneur Moussa Dosso. Ces populations sont instruites sur les missions et les attributions du ministre-gouverneur. Un tour d'horizon est fait sur les grands chantiers de l'État et les actions de développement à entreprendre dans le district. L'éducation, la santé sont les secteurs à cibler. Selon lui, cela ne peut que se faire que dans la solidarité et l'union des fils du district du Woroba. Parce qu'il s'agit d'une mission que tous nous devions réaliser. Et les attentes sont immenses et
Il nous faut alors faire preuve de sérieux et hiérarchiser nos besoins. Nous allons réussir parce qu'il s'agit de développement. Venus le soutenir, les cadres et populations ont réitéré leur soutien au ministre-gouverneur Moussa Dosso. Nous sommes très contents de son message et nous a vraiment convaincus. Et nous voyons que la création des districts n'est pas une chose superflue. C'est très important. Je voudrais vraiment dire au ministre-gouverneur que nous sommes là pour l'accompagner. Il est dans notre intérêt que la mission soit une mission couronnée de succès. Parce que son succès, ça veut dire que les conditions de nos populations se sont améliorées. Une tournée de sensibilisation et d'information est prévue dans les prochains jours dans les villages et hameaux du district du Woroba. Une action devant permettre de collecter les besoins des populations. Voici maintenant 60 ans que la Côte d'Ivoire et l'UNESCO nourrissent des relations d'amitié et de coopération. La diplomate Bakayoko Ly Ramata a réaffirmé l'engagement du président Ouattara à œuvrer au développement de dites relations. La nouvelle représentante de la Côte d'Ivoire a présenté ses lettres de créance à la directrice générale de l'organisation. Le commentaire d'Adama Kone. Ramata Bakayoko Ly prend officiellement fonction en tant que déléguée permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Acte illustratif à Paris, la remise de ces lettres de créance à la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. La déléguée avait un message du président Ouattara à l'organisation onusienne. Je lui ai transmis les félicitations du président de la République relativement à son combat pour une éducation inclusive, résiliente face à la pandémie de la Covid, pour la sauvegarde du patrimoine, pour la préservation de l'environnement, qui sont gages de paix sociale, de justice. Et nous avons également salué tout l'excellent travail qui est fait par l'UNESCO et qui a permis à la Côte d'Ivoire de bénéficier de plusieurs programmes de l'UNESCO. Dans le 7e arrondissement de la capitale française, à la place Fontainebleau, la déléguée permanente ivoirienne n'a pas manqué de solliciter davantage l'UNESCO. Nous avons parlé des perspectives pour l'accompagnement de l'UNESCO, notamment le numérique, comment développer ce numérique éducatif avec la formation des enseignants. Et également, notamment, développer aussi les STEM, c'est-à-dire donc l'enseignement scientifique, notamment au niveau des jeunes filles. Prenant bonne note des exposés et plaidoiries de la Côte d'Ivoire, la directrice générale de l'UNESCO a salué l'excellente coopération entre son institution et le pays et compte mettre les différents spécialistes à contribution pour une collaboration plus dynamique des deux parties. Et c'est avec satisfaction que la déléguée permanente est repartie du siège de l'organisation internationale. Et on parle maintenant de l'édition 2021 des Journées portes ouvertes de la chaire UNESCO pour la culture et la paix. Plusieurs personnalités qui se sont distinguées pour leurs actions en faveur de la cohésion sociale ont été récompensées. Et pour renforcer la paix, rien de mieux que la vulgarisation des alliances culturelles. Suleiman Donissongou, à Boussanougou. Ces personnalités se sont caractérisées par leurs actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Elles rejoignent le panthéon des ambassadeurs de la paix de la chaire UNESCO pour la culture de la paix. Je voudrais adresser au nom de l'ensemble des lauréats mes sincères remerciements à la chaire UNESCO pour la culture de la paix de l'Université Félix Houphouët-Boigny, à travers l'auguste distinction d'ambassadeur de la culture de la paix. À l'issue de cette distinction, le titulaire de la chaire de l'Université Félix Houphouët-Boigny, professeur Meke Meïté, a encouragé les acteurs de la paix à persévérer dans leurs actions en faveur de la cohésion sociale entre les différentes couches de la population. Que les récipiendaires s'approprient tout ce que fait la chaire à travers le Senanguia, à travers les Awalés et à travers le Chapalo Tango que nous lançons comme produit. Distingué à titre honorifique, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, parrain de cette 3e édition, a exhorté les récipiendaires à poursuivre leur engagement en faveur de la paix et du progrès. Sans paix, aucun développement n'est possible. C'est pourquoi vous remarquerez que depuis son accession au pouvoir en 2011, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a fait de l'instauration et du maintien de la paix son cheval de bataille. Tous ceux qui ont été distingués ce matin, ce n'est qu'un début. Il faut qu'ils continuent à être des modèles.
Des parchemins ont été transmis à 13 ambassadeurs de la paix, des hommes et femmes de divers domaines d'activité. Les heureux distingués se sont engagés à en tirer le meilleur parti à travers leurs actions. Sur un tout autre plan, la Commission nationale d'hommage aux doyens de Côte d'Ivoire a salué les bons offices de la première femme générale de l'armée ivoirienne. C'était au cours d'un dîner gala qui a vu la présence du ministre-gouverneur du district des Lacs. Raymond Goudou Kofi n'était pas seule. Elle était accompagnée des secrétaires d'État Brice Kwasi et Aimé Zébéyou. Angela Diallo, à Boussanogo. Elle est la première femme générale de l'armée ivoirienne. À la retraite, le médecin général de brigade Akissi Kwame est honoré pour ses loyaux services rendus à la nation par la Commission nationale d'hommage aux doyens. Un dîner gala en son honneur qui a été l'occasion pour les autorités ministérielles d'exhorter la jeunesse au travail afin d'être des modèles de leadership. Ce qui manque à notre jeunesse, c'est d'avoir des repères. Dire aux jeunes filles qu'il faut d'abord savoir ce qu'on veut et puis regarder autour de soi les personnes qui peuvent représenter un repère pour soi-même et à ce moment-là s'y lancer, mais surtout travailler, il n'y a que le travail qui paie. En retour, Akissi Kwame a exprimé toute sa reconnaissance et sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour son soutien. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur qui a permis cela et surtout le président de la République qui a mis ça en pratique pour pouvoir m'élever, ainsi que son épouse. J'ai déjà eu toutes les décorations dans la vie, mais celle-là, elle est exceptionnelle. Et je pense que c'est une grande joie. Un dîner gala marqué par la présence des femmes militaires, gendarmes, policiers, eaux et forêts et des femmes de différentes couches socio-professionnelles. Chevalier dans l'ordre du mérite ivoirien puis dans l'ordre national en août 2012. Akissi Kwame a servi sous le drapeau en tant que médecin et a atteint le grade de médecin général. Et elle entend transmettre ses valeurs à la nouvelle génération. Le meilleur journaliste de toutes les télévisions qui émettent en Côte d'Ivoire est issu de la RTI. Koné Bintou Pekele a été sacré samedi dernier. C'était au cours du week-end des Ébonies. Le reporter a présenté son prix à sa hiérarchie. Elle n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude au directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé. C'est un compte rendu dans la Sandrabo. Bintou Pekele est accueillie ce matin du lundi avec des pas de danse. La journaliste en poste à la rédaction de RTU2 a obtenu samedi dernier à Yamoussoukro le prix Ebony du meilleur journaliste télévision. Moi, ma crainte est devenue plus grande. Lorsqu'on a cité tous les prix sectoriels, on ne m'a pas cité. J'ai commencé à envoyer un message à mon cadreur. J'ai dit à mon cadreur, on irait à Abidjan les bras vides. Lorsqu'on a dit mon nom en tant que meilleur journaliste de toutes les chaînes, je suis restée muette. Avant de m'élever, j'ai eu l'impression que j'allais tomber. Pargasoro Koné Demadongui, Super Ebony 2017 et rédacteur en chef du journal télévisé de RTU2, ne cache pas sa joie. Waouh! Nous sommes heureux, nous sommes fiers. Merci beaucoup. Voilà, félicitations et c'est toute la rédaction qui est honorée. Le trophée en main, Bintou parcourt les directions pour présenter aux responsables le fruit de 2 années de dur labeur. À la direction de l'information, elle est accueillie par des ovations. Merci beaucoup. Bravo, on est fiers. Pour une première participation. Vous voyez, notre fierté est grande, elle est immense. Bravo, bravo, bravo. Occasion aussi de poser aux côtés des 2 autres journalistes de RTI1, distingués cette nuit. Bonjour madame la directrice. Monsieur le prix. La rédaction, votre prix à vous. Merci. Kadi Fadiga, directrice de la chaîne RTU2, se réjouit de la pertinence des reportages traités par la journaliste. Bintou Pekele qui est là, qui a à peine, je dirais, 2 ans quand même au sein de RTI2, voilà qu'elle décroche ce prix, un prix prometteur parce qu'après ce prix-là, il reste maintenant le Super Ebony et je suis contente. Une joie partagée par le directeur général de la RTI, lui qui crée toutes les conditions pour l'éclosion de jeunes talents. De la Maison Bleue au sommet du journalisme, sa vision se réalise. Je suis heureux que ce soit une jeune journaliste, la nouvelle génération, qui ait atteint ce résultat. Ça montre la qualité de l'encadrement, ça montre le transfert de savoir-faire des aînés vers les plus jeunes, ça montre donc la cohérence qu'il y a dans nos équipes. Mais également, c'est une invitation
à faire davantage. Bintou Pekele rentre ainsi dans l'histoire. Avec ce prix, elle renvoie un message aux jeunes qui, comme elle, ont choisi d'embrasser le passionnant métier de journaliste, celui du sérieux, de l'abnégation, du courage et de l'amour. Bravo à Bintou Pekele Kone. Plus de 160 migrants sont morts ces derniers jours lors de 2 naufrages distincts en mer Méditerranée, a indiqué l'Organisation internationale des migrations OIM. Cette nouvelle tragédie porte à 1108 le nombre de personnes décédées au large des côtes libyennes depuis le début de l'année. Ces derniers mois, le nombre de départs depuis les côtes libyennes a connu une forte augmentation. Depuis le cessez-le-feu en Libye signé en octobre 2020, les conditions de vie des migrants déjà désastreuses se sont encore aggravées partout dans le pays. L'info revient mercredi sur RTI 1, ça sera à 6h30, 7h et 7h30 avec Régis Kofi dans la matinale. Merci de nous avoir suivis et que la paix demeure dans vos foyers. Bonsoir.